Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager tout sur la protection de l'enfance. Cette vidéo, elle va être un peu longue, mais l'objectif, c'est de rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer pourquoi je vais faire cette vidéo, ce qu'on va y voir, et vous allez voir, on va être au plus près du terrain, on va essayer d'être concret, de comprendre des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vais vous mettre un petit diapo en même temps, comme ça vous allez pouvoir suivre les points. Si vous avez besoin du diapo ou de toutes les informations que je vais donner, j'ai prévu de vous le mettre en description et vous allez pouvoir le télécharger en échange d'un email simplement. Comme ça, vous avez un détail que j'ai écrit, parce que j'ai écrit tout ce que je vais vous dire là, et vous allez avoir accès au diapo, vous allez pouvoir reprendre cela pour réviser, pour comprendre et pour bien ancrer les choses dans votre tête. Donc, je m'appelle Axel, je suis éducateur spécialisé et si je fais cette vidéo, c'est pour un but bien précis. Pourquoi c'est important de comprendre ce système ? Parce que c'est un système qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de petites subtilités auxquelles on ne peut pas forcément penser quand on arrive dans ce milieu, qui sont hyper compliquées à comprendre. Quand je suis sorti de formation d'EduxP, je me suis dit, bon quand même 3 ans de formation, normalement, on sort, on a les bases. En fait, pas du tout. Enfin, on a les bases, mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, on se pose 1000 questions. À chaque fois, il y a une subtilité en plus qui vient et on se retrouve à avoir l'impression de ne rien connaître, de devoir poser des questions à tout le monde parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, l'objectif, c'est de comprendre le système complexe, de le décortiquer petit à petit. Généralement, j'arrive plutôt bien à synthétiser et à rendre les choses claires, donc j'espère que je vais y arriver dans cette vidéo. C'est une vidéo où je vous conseille de vous poser, de peut-être prendre des notes si vous le souhaitez, parce que je vais donner beaucoup d'infos. J'ai prévu d'aller vraiment dans toutes les questions que je me suis posées pour comprendre le système. Donc posez-vous, prenez-vous un petit café. D'ailleurs, je vais peut-être aller m'en faire un, je reviens de ce pas. Voilà, il faut toujours écouter ses propres conseils déjà. Donc je disais, le système complexe, c'est une question vraiment importante. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser. Cette vidéo, elle peut s'adresser autant à des professionnels qui vont travailler dans ce milieu ou qui travaillent déjà, qu'aux parents qui sont confrontés à ce système. Quand on est professionnel dans ce milieu, on va avoir des questions des parents, des familles qu'on accompagne, et c'est normal, parce qu'eux-mêmes vont être perdus. On va leur parler de juge des enfants, de juge des affaires familiales, d'informations préoccupantes, de signalements, de mesures éducatives, de mesures d'assistance budgétaire. Ils vont rien comprendre. Petit à petit, les choses vont s'ajouter, et il y a de quoi être submergé. Déjà que c'est une phase pas facile de la vie généralement quand ça nous arrive. Donc c'est important pour les pros de savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir expliquer les choses calmement. Pourquoi comprendre ce système ? J'ai mis aussi, évidemment, parce que c'est des décisions qui sont lourdes en tant que professionnel. On parle de la vie des familles, de l'avenir d'un enfant, de dire est-ce que tu vas passer telle année chez tes parents ou non ? Même si ce n'est pas nous qui décidons, on sait qu'on a un fort impact dans les écrits qu'on a. Et donc comprendre le système, c'est aussi savoir l'utiliser correctement, connaître ses limites. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. On verra ça d'ailleurs à la fin, comment les limites de ce système. Mais c'est important de pouvoir le comprendre pour l'expliquer aux familles. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues dans ce système, notamment véhiculées par la société, par des choses qui ont pu être vraies, des périodes où les placements abusifs étaient vraiment d'actualité. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, il y en a sûrement encore, mais avec le manque de place, avec le système actuel, limite, les placements se font vraiment trop tard. Donc, on va essayer de déconstruire les idées reçues sur comment ça fonctionne, pour justement mettre de la clarté, faire comprendre que c'est un système qui est fait pour protéger les enfants, qui n'est pas fait pour abuser les familles. Et même si évidemment, quand on est suivi par une mesure de protection de l'enfance, je pense qu'on ne peut jamais être en accord avec le système, puisque ça vient nous impacter nous-mêmes et venir contre nos intérêts, j'espère que cette vidéo elle pourra servir à des parents à comprendre comment ça fonctionne et voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance derrière, même si par le manque de moyens, ça peut devenir hyper défaillant. Donc les objectifs, c'est comprendre le fonctionnement, je l'ai déjà un petit peu dit, les acteurs, qui intervient dans ce milieu, qui fait quoi, à qui il faut demander telle chose, les décisions, qui prend les décisions dans ces mesures, et enfin la réalité du terrain. Ça va un peu enchaîner avec la suite, donc le sommaire. On va faire un peu de base juridique, c'est pas le kiff, mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment presser l'essentiel. En gros, que vous ayez une phrase par loi
qui vous permettra de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle était là. Ça servira même aux étudiants ES, je sais que ça leur plaira. Et je vais essayer de vous faire comprendre quel acteur est désigné par telle loi pour que vous puissiez comprendre dans quel cheminement ça a été fait et dans quelle logique c'est mis aujourd'hui. Ensuite, le circuit de protection. Comment on entre dans le circuit de protection de l'enfance? Donc les acteurs, comme je l'ai dit. Il y a les différentes mesures dont j'aimerais parler. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais celle-ci, je vais encore venir en détail puisqu'on est là pour poser les choses et pour les comprendre. En 5, les droits. Là, ce n'est pas le droit au niveau juridique, c'est les droits des parents et des enfants accompagnés. Et 6, la réalité du terrain, les enjeux actuels. Si ce programme vous va, on est parti ensemble pour cette petite heure de vidéo. Je commence par le principe central de la protection de l'enfance, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été défini par la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Donc globalement, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ce qui va guider toutes les décisions en protection de l'enfance. Ça a été défini par d'autres choses que la CIDE, mais on peut le voir de deux manières différentes, l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, comment je le comprenais avant et comment on me l'a présenté, c'est que par exemple, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de penser à long terme. Un enfant, par exemple, il va vous demander quelque chose sur le moment. Dans son intérêt direct, ça pourrait être de lui donner directement. Je vais prendre un exemple basique, mais le sucre. L'enfant vous demande du sucre. L'intérêt supérieur, ça serait de lui dire « Écoute, on va apprendre à réguler le sucre, on va mettre ça à des horaires particuliers, des jours particuliers. On ne dit pas non, on ne dit pas oui, on met juste un cadre pour que tu puisses apprendre à le gérer. Parce que dans ton intérêt supérieur long terme, ça va être intéressant pour toi de savoir le gérer. » Vous voyez, c'est un truc tout clair. C'est vraiment un truc tout basique. Mais il y a quelque chose en creusant que j'ai découvert, qui est un peu plus intéressant, c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le fait que l'intérêt de l'enfant est supérieur à l'intérêt des autres. Dans le sens, le placement par exemple, ça ne va pas être dans l'intérêt des familles. Les parents ne vont jamais voir l'intérêt de faire placer leurs enfants, sauf vraiment quelques cas très particuliers. Mais globalement, les parents, ça reste un déchirement, ça reste une séparation très difficile, mais on va mettre en avant l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'on sait que pour lui, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'être dans un cadre sécure pendant une période ou pendant longtemps peut-être. Et donc c'est l'intérêt supérieur de cet enfant qu'on va mettre en avant par rapport à l'intérêt des familles. Donc voilà la logique. L'intérêt de l'enfant est supérieur à l'intérêt des autres personnes. Mais le côté long terme, je trouve qu'il était intéressant parce que finalement, on réfléchit aussi pareil. Peut-être que l'intérêt de l'enfant sur le moment, pour lui, ça serait de rester avec ses parents puisqu'il y a un attachement quand même qui est présent et que ça va être difficile pour lui de se séparer, mais qu'on sait que ça sera bénéfique sur le long terme. On va passer au prochain point, l'autorité parentale. Gros sujet, un peu complexe. C'est quoi l'autorité parentale? Elle est définie par l'article 371.1 du Code civil français. On va directement lire ça ensemble pour comprendre directement de quoi on parle. C'est plutôt clair à comprendre. C'est tout ce que les parents vont devoir faire et vont avoir le droit pour exercer cette autorité parentale qui a pour objectif de protéger l'enfant et d'assurer son éducation. L'éducation qui est le fait d'élever l'enfant, de le faire grandir. Mais cette autorité parentale, elle a aussi la possibilité d'être retirée. C'est une vision de la société française en tout cas, et globalement qui est assez internationale. Ce n'est pas parce qu'on est parent d'un enfant qu'on a tous les droits sur lui. Ça vient atteindre la liberté individuelle, vous me direz, puisqu'en fait, qu'est-ce qui fait que la société aurait le droit de venir regarder comment j'éduque mon enfant? Eh bien, c'est qu'on considère que l'enfant est vulnérable et fragile et qu'il a besoin d'être protégé, quoi qu'il arrive, même si c'est de ses propres parents. Et donc, il y a des mesures possibles pour retirer l'autorité parentale des parents s'ils sont vraiment défaillants et que ça peut nuire à l'enfant. Il y en a 3 principales. Le retrait, c'est qu'il y a des infractions qui ont été commises, des violences, des choses très graves, et on va retirer l'autorité parentale des parents, totalement ou partiellement selon la situation. Le retrait il peut être prononcé par le tribunal lorsque les parents sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur leurs enfants, ou qui mettent gravement leurs enfants en danger sur le long terme. Et donc là, le parent perd tous les attributs de l'autorité parentale, totalement ou partiellement.
les décisions du quotidien, l'éducation, la gestion, bref, tout ce qui peut concerner l'enfant. Et donc les parents n'auront plus l'autorité parentale sur leur enfant. Donc la délégation, c'est les parents ou le juge qui décide de confier toute l'autorité parentale ou une partie à un tiers, donc quelqu'un d'autre, ou des fois un membre de la famille, ou à un service de l'État. Les parents, ils restent titulaires, mais d'autres personnes vont pouvoir exercer les décisions. J'ai pu voir que ça peut s'exercer dans des situations où, par exemple, les parents sont en prison et ils ne peuvent donc pas être au quotidien de leur enfant et il y a besoin de signer des choses, il y a besoin de prendre des décisions. Ou alors des parents qui partent en voyage à l'étranger, qui vont vivre ailleurs, les enfants restent en France, ça peut être des situations assez complexes comme ça. Et enfin, il y a le délaissement. Le délaissement, il peut être prononcé quand les parents n'ont maintenu aucune relation avec l'enfant pendant au moins un an et qu'ils se sont manifestement désintéressés de lui. Ça, c'est des situations qui arrivent. Des fois, des enfants qui vont être placés et pendant un an, le parent ne va pas faire signe de vie. Globalement, un an, on est vraiment sur les délais les plus courts, hein. Ça peut être beaucoup plus, c'est rarement aussi peu. Parce qu'on va espérer qu'il y ait un renouveau qui soit pris, que le lien soit maintenu. C'est pas quelque chose où on attend secrètement que les 365 jours soient cochés pour lancer ces mesures-là. Et à ce moment-là, l'enfant peut devenir adoptable une fois que le délaissement a été acquis. Vous voyez, j'ai mis un petit point aussi sur l'acte usuel en dessous, parce que ça m'intéressait de parler de ça. Parce qu'on entend souvent parler en tant qu'éducateur en foyer, qu'est-ce qui est usuel, qu'est-ce qui n'est pas usuel. Un acte usuel, c'est un acte quotidien, sans gravité, qui n'engage pas l'avenir de l'enfant ou qui s'inscrit dans la continuité d'une pratique antérieure. Par exemple, des signatures comme sur les carnets de liaison, ça peut être considéré comme des actes usuels, selon ce que c'est évidemment. Ça, il y a du débat parce que ça reste flou. Qu'est-ce qui est dans la continuité? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est éducateur et qu'on est en foyer, puisque soit on sollicite le parent tous les jours pour des signatures régulières, soit on prend des décisions, mais aussi sous couvert de pouvoir le faire et d'être couvert par son service. On va continuer avec cette question: dans quel cadre l'État intervient-il? La notion de danger ou de risque de danger. Tout ça, c'est défini dans l'article 375 du Code civil, que je devrais même vous lire maintenant d'ailleurs. Si la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur sont en danger ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises, en gros, là, c'est la première partie de l'article 375 du Code civil. Et ensuite, il y a tout un tas de choses que le juge peut mettre en place, des mesures d'assistance éducative, pour justement prendre soin de cet enfant dont la santé, la sécurité, la moralité sont compromises. Un danger, ça peut être des violences, des négligences graves, une exposition à des conduites addictives, des carences éducatives sévères ou des troubles psychiques parentaux qui ont un impact fort sur l'enfant. Vous voyez, ce n'est pas uniquement un danger précis et un moment qui peut venir taper sur l'enfant, mais ça peut être une exposition, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas être dangereux si l'enfant est confronté un jour, mais s'il est confronté pendant des années, pendant son développement. Il y a vraiment cette notion où le danger peut être aussi avéré, donc on a des faits, on a des choses très précises, ou alors il y a une suspicion forte. Évidemment, le juge ne va pas mettre des mesures en place s'il n'a pas assez d'éléments. Mais des observations assez précises et qui se repèrent sur différents endroits, à l'école, chez les parents, chez des amis, chez le médecin, vont pouvoir déclencher des mesures. Pas forcément un placement, je vais vous présenter, il y a plusieurs grades de mesures. Mais dans l'idée, on n'attend pas qu'il soit trop tard pour agir. On va maintenant attaquer les principales lois de la protection de l'enfance. Gros morceau qu'on n'aime pas forcément toujours, je comprends, moi non plus j'aime pas ça, mais quand c'est synthétisé, que c'est clair, on peut se servir de ça et c'est plutôt pas mal. La première loi qui est importante, c'est la loi de décentralisation en 1983. Globalement, à partir de cette date, ce qui a été défini, c'est que les départements ont eu beaucoup de missions qui leur ont été confiées. Il n'y a pas que la protection de l'enfance, mais on va se concentrer là-dessus. Donc c'est eux qui doivent coordonner cette mission, qui doivent y mettre les moyens, qui doivent missionner les associations. Et donc c'est eux qui vont être responsables de la protection de l'enfance dans leur département.
Ensuite, on a la loi 2002, dont l'objectif est de mettre l'usager au cœur de son accompagnement. Ça, c'est un truc assez global dans le travail social, cette loi, mais en protection de l'enfance, donc c'est mettre l'enfant au cœur de son accompagnement. Cette loi, elle a défini plusieurs outils, par exemple, des choses qui vont garantir les droits des personnes accompagnées. Donc la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de séjour, la personne qualifiée, le conseil de la vie sociale, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement de service et le livret d'accueil. C'est 7 documents qui vont avoir pour but de définir les droits des personnes, de mettre des instances où elles vont pouvoir être écoutées et d'assurer leurs droits au fur et à mesure de leur accompagnement. Je ne vais pas forcément rentrer en détail dans tout ça parce que là, ça serait un peu imbuvable, mais c'est pas mal de savoir qu'il y a cet outil, de savoir lesquels c'est. Il faut les retrouver dans les structures. Ensuite, on a la loi du 5 mars 2007 où on va avoir la création de la CRIP, qu'on verra un petit peu plus tard. Et à partir de là, on a une priorité au maintien à domicile. On était peut-être dans une logique de placer davantage pour éviter l'exposition au danger. Et là, on est sur un retour de la priorité au maintien au domicile. Soit dans une idée que l'enfant doit apprendre à gérer avec son environnement et qu'on va essayer de modifier l'environnement, peut-être dans une logique budgétaire aussi, puisque ça coûte moins cher. Et on a aussi une meilleure coordination départementale qui va essayer d'être définie dans cette loi. La loi du 14 mars 2016, on va avoir le projet pour l'enfant qui va être obligatoire. Il a été déjà évoqué dans la loi de 2007, mais à ce moment-là, l'aide sociale à l'enfance est obligée de créer le projet pour l'enfant et de le suivre au long de son placement. C'est rarement fait parce que ça prend vraiment du temps et qu'il n'y a pas assez de moyens, mais c'est pas mal de savoir qu'il est censé être obligatoire. Donc ce projet pour l'enfant, il est réalisé et coordonné par l'aide sociale à l'enfance. Et on va essayer d'avoir une meilleure prise en compte du parcours. Parce que les enfants, quand ils sont placés, ils vont pouvoir faire plein de lieux différents. De tel âge à tel âge, on va les mettre là. Ensuite, on va les déplacer. On va tester la famille d'accueil. Si ça ne marche pas, on va le remettre en lieu de vie. On va essayer une MEX. On va essayer autre chose. Et des fois, les enfants peuvent connaître jusqu'à 7 lieux de placement en moyenne. C'est assez énorme. Donc là, on va essayer de prendre en compte leur parcours pour éviter les ruptures de parcours aussi. Pour faire en sorte qu'ils puissent se poser à un endroit. Mais c'est vraiment pas si simple que ça encore aujourd'hui. Enfin, il y a la loi Taquet de 2022 qui là s'est un peu plus intéressée à l'accompagnement renforcé des jeunes majeurs avec un accompagnement systématiquement proposé jusqu'à 21 ans avec retour possible. Ça veut dire que même si le jeune à 18 ans il décide de ne pas être suivi et qu'à 19 ans il redemande, ou peu importe l'âge, eh bien il a le droit de revenir dans le système. Parce que souvent, on a des ados qui sont saturés de la protection de l'enfance, ils ne veulent plus en entendre parler. À 18 ans, ils se retrouvent tout seuls et avec peu de ressources. Et là, ils voient la réalité qui arrive. Et heureusement qu'on leur permet un retour pour avoir le temps de se poser, de créer leur autonomie, de créer leur cocon, avant d'être relâchés dans la nature, entre guillemets. Et donc sur cette loi, on va essayer aussi de renforcer le repérage et la prévention des placements. On va maintenant parler de l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance. Première chose, l'information préoccupante. Donc l'information préoccupante, c'est un élément d'information transmis au département lorsqu'un professionnel ou un particulier estime qu'un enfant est en danger ou en risque d'être en danger. C'est souvent ce qu'on va retrouver dans les débuts des placements. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Il y a plusieurs manières, soit par écrit, ou alors aussi vous pouvez appeler le 119 qui est le numéro de l'enfance en danger, et eux vont rédiger justement cette information préoccupante ou vont la transmettre à la CRIP qu'on verra après. Globalement, vous observez n'importe quoi, un élément qui vous inquiète, des bruits chez vos voisins qui vous inquiètent, eh bien vous pouvez appeler ce numéro, le 119, et évoquer ce que vous avez vu. Il faut comprendre que c'est quelque chose d'important, que ce n'est pas une seule information qui va enclencher les choses. Il va y avoir besoin que ça se confirme, il va y avoir besoin de plusieurs observations, et cette information préoccupante, c'est le déclencheur de tout. Si personne ne se bouge et n'ose expliquer les choses ou en parler de ses inquiétudes, un enfant peut rester en danger secrètement très longtemps.
L'objectif, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Forcément, ça peut faire du mal à une famille si jamais il y a des informations préoccupantes alors qu'en fait c'était juste une mauvaise soirée, une mauvaise phase, qu'il y avait juste des cris, mais que c'est une situation particulière, qu'il n'y a pas de violence sur l'enfant. On peut s'imaginer beaucoup de choses parce qu'on n'est pas dans la famille, mais il y a besoin que ce système fonctionne pour que les enfants puissent être protégés. Donc elle va être transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est donc la CRIP dont je parlais tout à l'heure. Elle va recueillir toutes les informations préoccupantes, elle va analyser ces écrits ou ces choses qu'elle va recevoir, et elle va décider de l'orientation de la suite de la situation. C'est pas eux qui vont décider des mesures de placement. Eux, ils vont décider s'il y a une urgence grave qui donc mérite d'être envoyée au parquet, qu'on verra juste après. Si c'est quelque chose de relatif, mais qu'il faut évaluer et qui va envoyer une équipe pour rencontrer les personnes et évaluer la situation pour voir s'il y a vraiment un danger ou si c'est juste qu'il y a besoin de quelques jalons pour que ça fonctionne. Ou alors si c'est sans suite parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'éléments et que c'était rien de grave. Donc si la CRIP considère qu'il y a un danger, ça va être transmis au juge des enfants. Le juge des enfants va voir tout ça et lui, deux cas de figure, s'il y a une urgence grave, il va déclencher une ordonnance de placement provisoire. C'est-à-dire que c'est un placement qui est effectif dans la journée, l'enfant doit être retiré le plus rapidement possible, il va être placé dans un lieu d'accueil et on évaluera la situation sous 15 jours. Sinon, il convoquera les parents et l'enfant possiblement à une audience et décidera de la suite soit d'un jugement d'assistance éducative, JAE, ou soit rien du tout si finalement c'est pareil, on se rend compte que le danger n'est pas avéré. Là, il y a vraiment une notion d'urgence ou non. Ensuite, on a parlé de l'information préoccupante, mais il y a aussi le signalement. Le signalement, grossièrement, c'est une information préoccupante avec une notion d'urgence profonde. Donc là, il y a une infraction pénale qui est commise, des violences perçues, des abus graves. Globalement, le mot, c'est une situation où il y a un danger qui est grave. Le signalement, il est transmis, lui, au procureur de la République. On appelle ça aussi le parquet. Donc eux, ils reçoivent les signalements. Selon les éléments qu'ils ont, ils vont saisir le juge des enfants qu'on voit en haut à droite, qui lui, selon les éléments, va déclencher, s'il y a une urgence, une ordonnance de placement provisoire, vous l'avez compris maintenant le système, ou alors une audience différée avec une rencontre avec les parents. Il faut savoir que le procureur de la République peut aussi faire une ordonnance de placement provisoire, mais qui doit saisir le juge le plus rapidement possible. Il y a un délai de quelques jours maximum où il doit saisir le juge. Donc tout ça, ça fait un système où vous avez soit quelque chose d'urgent et on est en ordonnance de placement provisoire qui va enclencher les choses. L'enfant est placé sans qu'on convoque les parents et on les convoque 15 jours après maximum pour discuter de la situation et voir si l'enfant doit continuer à être placé ou non. Ou alors il n'y a pas de notion d'urgence, on convoque les parents, on prépare les choses, on fait les choses calmement et on prend la décision la plus adaptée possible. Évidemment, quand on parle d'urgence, il y a des erreurs qui peuvent être possibles. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut être capable d'assumer. C'est que des fois, quand on va trop vite, on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et ça, c'est hyper difficile pour les parents de vivre l'ordonnance de placement provisoire parce qu'on les appelle au travail. Oui, vos enfants ne rentreront pas ce soir. Ils seront placés. Et d'un côté, c'est difficile pour les parents, mais en même temps, c'est quelque chose de très sécurisant parce que ça arrive dans des situations où on sait que si on prévient les parents, on ne sait pas comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils ne vont pas s'enfuir avec les enfants? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir encore plus violents avec les enfants? Donc c'est un système qui est particulier, qui a ses failles, qui a ses atouts, mais au moins vous comprenez comment il fonctionne là. Là, j'ai surtout parlé des mesures judiciaires, mais il y a aussi des mesures administratives. La différence, elle est simple. Donc judiciaire, c'est ordonné par le juge des enfants. Mesures d'assistance éducative, il y a une audience à chaque échéance pour voir s'il y aurait un renouvellement, une diminution de la mesure, une intensification ou un arrêt de la mesure. Les mesures administratives, c'est un contrat avec les parents. Donc c'est les parents qui vont initier la demande d'aide
et qui vont signer un contrat avec le département. On verra dans les différentes mesures ce qui est possible. Quand je mets que les parents initient, souvent c'est après incitation de professionnels. Vous me direz, ça perd un peu le côté volontaire, mais c'est qu'on leur fait comprendre aussi que là, il y a quand même des fragilités et qu'il y aurait besoin de poser des choses avec des professionnels pour éviter d'en arriver sur du judiciaire, justement. Maintenant, on va voir les différentes mesures possibles en protection de l'enfance. Donc déjà, il y a l'aide éducative à domicile, qui est une mesure administrative à la demande des parents, qui va leur permettre de bénéficier d'un accompagnement éducatif par une équipe d'éducateurs et d'avoir des ateliers éducatifs pour leurs enfants. Généralement, on est sur un rythme d'1 fois par mois. Ensuite, on a l'accueil provisoire qui est aussi administratif, qui est en fait un placement à la demande des parents. Ça peut vous faire bizarre, mais il y a certaines situations où c'est nécessaire d'avoir une séparation à un moment donné pour que la situation s'apaise et avoir un retour au domicile calme. Ensuite, on a l'action éducative en milieu ouvert, qui est une mesure judiciaire avec des éducateurs qui vont venir au domicile des parents et avec des rencontres régulières. Donc il y a plusieurs intensités. Il y a le classique avec 1 fois par mois, le renforcé avec 1 fois toutes les 2 semaines environ, et l'intensif avec hébergement, où l'enfant va pouvoir être rencontré même plusieurs fois par semaine. Et le mot hébergement veut dire qu'il a un hébergement de repli si la situation craint trop un moment. Tout ça, c'est encore en train d'être modelé. Il y a des discussions en cours sur le sujet. Mais globalement, ça veut dire que l'enfant est en milieu ouvert, donc dans sa famille, et qu'il y a des éducateurs qui sont là parce que le juge l'a décidé. Ensuite, il y a le placement, qui est un peu le plus connu. Placement en famille d'accueil, lieu de vie, structure, ça peu importe. C'est confié à quelqu'un là où il y a de la place et où ça correspond à l'enfant, avec une proximité avec les parents recherchés. Ensuite, on a la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Donc ça, c'est afin de permettre d'avoir une gestion des prestations familiales et de faire en sorte que la famille s'en sorte financièrement. Ça peut être soit à la demande des parents, soit judiciaire aussi. On a aussi l'injonction de soins, où le juge peut décider une obligation de suivi pour le mineur, par exemple, ou pour les parents, afin d'apaiser la situation. Ça peut être aussi une demande d'expertise psychiatrique pour voir comment fonctionnent les personnes. Ensuite, il y a des mesures de modification des droits de visite. Ça peut être une suspension totale ou alors un cadrage et aussi une médiatisation possible des visites. La présence d'un professionnel tout le temps pour sécuriser ces visites. Et enfin, des mesures sur l'autorité parentale que j'ai présentées plus tôt, retrait, délégation ou délaissement. Alors là, on va voir les acteurs maintenant. Donc, j'ai fait un truc assez global, il va y avoir un petit peu de redite. Le conseil départemental, donc comme j'ai dit tout à l'heure, depuis la décentralisation, qui est responsable de l'ensemble, qui coordonne et qui finance les structures. Ils vont aussi avoir la mission de créer des structures ou alors de faire des appels à projets pour qu'il y ait des structures qui se créent. Ensuite, l'aide sociale à l'enfance, qui est un service du département. On l'appelle le service gardien. Ils vont coordonner le parcours de l'enfant et ils vont désigner un référent ou un coordonnateur protection pour l'enfant. Quand un enfant est placé, il va être dans un foyer, soit un foyer du département, soit un foyer associatif. Mais au niveau du département, on va avoir justement ces référents ou ces coordonnateurs qui vont avoir pour mission de suivre l'enfant au fur et à mesure de son parcours de placement, peu importe la structure dans laquelle il est. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur au quotidien de l'enfant qui va pouvoir le suivre, qui va être en lien avec les parents et qui va connaître la situation pour guider les décisions qu'on prendra pour cet enfant au fur et à mesure de son placement. Aujourd'hui, ce système il est un peu compliqué puisque des fois on demande à des coordonnateurs d'avoir plus de 80 situations à suivre, à des référents qui suivent plus de 30 enfants. C'est un peu complexe, honnêtement, de suivre 80 situations, de les avoir en tête. C'est un système qui manque cruellement de moyens, de continuité, qui sur le papier est intéressant, mais qui dans la réalité n'est pas applicable correctement. Pour ceux qui veulent savoir la différence entre un référent et un coordonnateur, le référent il va accompagner des enfants qui sont placés en famille d'accueil ou en lieu de vie. Et le coordonnateur va suivre des enfants placés dans des structures, comme des MEX, ce genre de choses, des plus grosses structures.
Et pourquoi il y a un tel écart entre le nombre de situations? C'est que les coordonnateurs aujourd'hui n'ont plus la mission du soutien à la parentalité. Ça a été délégué du coup aux structures. Donc c'est par exemple dans une MEX, ça va être à la MEX de gérer le travail avec les parents. C'est eux qui vont devoir rencontrer les parents, faire des entretiens, organiser les visites, organiser plein de choses. Donc ça prend du temps. Ce qui est enlevé aux coordonnateurs, c'est pour ça qu'ils ont 80 situations, même si ça reste hyper compliqué à gérer. Et quand je dis 80, ça se trouve aujourd'hui, on est à bien plus que ça dans certains départements. Le référent va être auprès des familles d'accueil et des lieux de vie, puisque eux ne vont pas avoir la mission du soutien à la parentalité. Donc le référent, lui, va rencontrer les parents, il va organiser les visites, il va faire les entretiens avec les parents. Donc ça leur ajoute beaucoup plus de travail. C'est pour ça qu'ils ont moins de 30 situations généralement. Encore une fois, je suis sûr qu'il y en a qui ont bien plus que ça. En autre acteur, on a le juge des enfants, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui qui va ordonner la mesure, qui va la suivre, qui va être en charge d'intensifier, d'arrêter, de gérer les droits de visite, de gérer les droits d'hébergement. Ensuite, on a le parquet qui intervient dans les situations d'urgence comme je l'ai présenté avant. Les associations qui sont missionnées par le département pour mettre en œuvre les mesures à domicile ou les placements. En fait, le département n'a pas assez de moyens pour placer les enfants, pour faire les mesures. Et donc, ils vont faire des appels à projets pour que des associations, généralement, saisissent la mission, créent les structures, créent l'accompagnement et soient auprès des enfants. Ensuite, avec des systèmes de contrôle, de projets, ils vont pouvoir être suivis par le département. Mais c'est important de savoir que c'est très associatif au niveau de l'accompagnement des enfants directement. Ensuite, on a les assistants familiaux, qui vont être les employés agréés par le département, qui sont les familles d'accueil, on les connaît plus sous ce nom-là, qui vont avoir un nombre d'enfants limité. Pour un assistant familial, c'est 3 enfants maximum. Et qui vont avoir pour mission d'avoir les enfants chez eux, de les accompagner au quotidien. Et donc, ce n'est pas à eux de faire le travail avec les parents, mais par contre, il peut y avoir des transmissions lors des visites, tout ça, avec les parents. Et c'est un rôle très particulier, un métier qui n'est pas simple, mais qui est, selon moi, la façon les plus stables d'accueillir les enfants, de leur créer des figures de référence et d'attachement. Mais c'est très compliqué sur le long terme parce que les enfants vont venir chercher le lien, vont venir secouer et venir chercher les limites des personnes. Et bon courage à tous les assistants familiaux. C'est un métier très beau, mais pas évident. Ensuite, on a l'éducation nationale et les services de santé que j'ai mis là parce qu'ils ont un rôle majeur dans le repérage du danger chez les enfants. C'est principalement eux qui vont faire les IP et les signalements, puisqu'ils voient les enfants régulièrement, qui vont voir les changements de comportement et qui vont enclencher généralement les évaluations par la CRIP par la suite. Ensuite, j'ai mis les avocats et les administrateurs ad hoc qui, eux, représentent l'enfant lors des moments clés. J'ai mis la loi du 11 décembre 2025, qui est assez récente, qui dit que tous les enfants ont le droit à un avocat, ont le droit d'être représentés lors des audiences aujourd'hui. C'est un truc important à savoir, puisque peut-être que ce n'est pas connu partout. L'administrateur ad hoc, c'est pareil, il va représenter l'enfant lors de procédures clés, lors de moments importants. Voilà maintenant le déroulement d'une mesure. On va d'abord avoir la notification de la décision, donc après l'audience. Oui, je pars de là, je pars pas de... Du coup, on a vu le chemin du signalement. Donc maintenant, on arrive à l'audience et il y a la notification de la décision. Donc après l'audience, la décision est officiellement transmise aux parents et aux professionnels concernés. Les professionnels concernés, c'est ceux qui vont accueillir l'enfant par la suite. Donc là, il va y avoir la mise en œuvre par le département. Le département va désigner le service qui accompagnera l'enfant selon les places disponibles. Il désignera le référent ou le coordonnateur protection et il mettra en place le projet pour l'enfant durant la mesure. En théorie. Évidemment, c'est en théorie, tout est un peu plus complexe. Quand je mets selon place disponible, il faut savoir qu'il y a des fois des placements qui sont renouvelés alors que l'enfant n'a pas été placé pendant 1 an. En gros, je sais pas, en avril 2025, on vous dit votre enfant doit être placé
et le jugement est jusqu'en avril 2026, et bah, vous arrivez en avril 2026 à l'audience. Bah, comment s'est passée cette année de mesure? Bah, en fait, il n'y a pas eu de place, l'enfant est resté chez nous. Ça fait des situations qui sont un peu délicates, vous comprenez bien. Parce que comment dire qu'un enfant est en danger dans sa famille si on le laisse dans sa famille pendant 1 an? Eh bien, bienvenue dans la protection de l'enfance en 2026. Ensuite, accompagnement par les services. Donc là, on a trouvé une place, l'enfant a été placé, ou alors il y a une mesure d'accompagnement à domicile. Donc là, il va y avoir des rencontres avec la famille, un accueil de l'enfant si c'est un placement, et on va travailler autour de la problématique qui a amené ce placement. L'objectif de la protection de l'enfance, c'est pas de placer les enfants, c'est que les enfants puissent retourner dans leur famille. Et en disant ça, c'est pas un truc hors sol que je vous dis. L'objectif, c'est que toutes les familles puissent rester avec leurs enfants. Mais dans la réalité, évidemment, c'est pas possible. Il y a des situations où on sait qu'on va pas arriver à remettre l'enfant dans la famille. Mais je pense que c'est important que les parents entendent que l'objectif principal, c'est que les choses aillent bien. Nous, on se nourrit pas du malheur, du truc, du fait que l'enfant soit placé, que ça soit compliqué. Nous, c'est notre métier, mais c'est pas le plaisir qu'on y trouve. Nous, ce qu'on y trouve, c'est quand il y a une situation qui est apaisée, qu'il y a un retour au domicile, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que ça tienne, pour que l'enfant grandisse bien. Et donc, on va travailler autour des problématiques. Il y a des réunions de synthèse durant le déroulement de la mesure. Des réunions en équipe pluridisciplinaire, donc des personnes qui vont avoir des métiers différents, des regards différents sur l'enfant, du médical, du social, tout ce que vous voulez. Ça permet de faire le point sur l'évolution de l'enfant et de définir des axes d'accompagnement. On en revient à la problématique. On va se dire peut-être 3 axes maximum, parce que ça ne sert à rien d'en travailler 10 et de ne pas les faire. Autant travailler 3 et se dire dans 1 an, si on a réussi à mettre en place, j'en sais rien, du soin pour l'enfant, des week-ends où l'enfant va pouvoir sortir de sa famille pour découvrir l'extérieur, ou alors un suivi pour l'addiction des parents, je donne des exemples au pif comme ça, et ben on va peut-être se sentir en sécurité pour mettre l'enfant dans sa famille et pouvoir s'effacer nous. Ensuite, vers la fin de la mesure, il y a un rapport au juge des enfants, donc c'est un rapport rédigé par les services qui ont accompagné l'enfant afin de faire connaître l'évolution de la situation au JE, de lui montrer le travail qui a été mené, et le service va donner des préconisations pour la suite. Évidemment, quand on préconise quelque chose, il y a de fortes chances que le juge nous suive. Alors, est-ce que c'est les services qui décident du placement? Non. L'influence qu'on a, on sait qu'elle est présente et on essaye d'y faire attention. Du coup, on essaye d'être assez objectif, même si c'est difficile puisqu'on est en relation avec les familles. Donc, on a forcément un avis déjà fait sur tout ça. Donc, on écrit, on essaye d'être transparent, de mettre tout ce qui a été fait, tout ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de préconiser pour la suite, et après, c'est le juge qui décide. C'est là aussi où il y a l'intérêt qui est l'aide sociale à l'enfance, qui parfois a un avis contraire à nous puisqu'ils sont à l'extérieur. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un regard le plus objectif possible. L'important, c'est pas notre préconisation qu'elle soit suivie, c'est que l'enfant soit là où il doit être, qu'il soit protégé et qu'il puisse bien se développer. Même quand on fait des préconisations en service, on ne fait pas ça seul, on fait ça en équipe pour avoir un regard différent chacun sur la situation et essayer d'être au plus près de la réalité possible. Ensuite, il y a l'audience à l'échéance de la mesure. Donc là, on a une nouvelle audience pour faire le point sur la mesure écoulée. Le juge a lu le rapport des services sociaux. Et là, c'est le moment où les parents vont pouvoir être entendus, vont pouvoir dire aussi si ça leur a convenu cette année de mesure. Parce que heureusement qu'on considère que les parents, vous avez aussi votre droit de parler. Et vous pouvez dire si ça s'est mal passé avec un service, dire que l'accompagnement ne vous a pas convenu, que vous n'avez pas compris pourquoi on vous a parlé de telle chose, pourquoi on a fait telle chose avec vous. Donc le but, c'est d'avoir un débat contradictoire. Vous pouvez avoir des avocats avec vous, les parents, parce que ce n'est pas forcément simple de parler dans ces moments-là, puisqu'il y a des gros enjeux pour vous. Et l'objectif, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Ensuite, j'ai mis les 2 derniers en même temps. Donc, soit un renouvellement de la mesure,
le juge va décider soit une mesure plus ou moins intense. Par exemple, si l'enfant a été suivi à domicile, on peut passer sur un placement dans certaines situations. Si l'enfant a été placé, on peut passer sur un suivi à domicile dans certaines situations. Ça peut aller dans tous les sens selon l'évolution familiale. Et il peut y avoir aussi une fin de mesure, si tout s'est amélioré. Donc arrêt de suivi judiciaire, car une évolution positive. Ce que j'ai noté, c'est assez important parce que globalement, c'est conditionné à des choses comme ça. Ça peut être favorisé par un suivi administratif demandé par les parents, des suivis de soins ou une stabilisation de la situation. Par exemple, le juge va plus facilement arrêter une mesure judiciaire s'il sait qu'il y a une demande d'aide éducative à domicile à la demande des parents. Ou alors s'il y a des mesures de soins qui ont été enclenchées pour les enfants, pour les parents, ou qu'il y a une organisation qui a été trouvée pour éviter le danger tel qu'il était au départ. C'est rarement une fin de mesure comme ça, sans autre garantie. Il y a des choses qui se mettent en place pour être sûr que le judiciaire ne va pas revenir par la suite. Les droits des parents et des enfants. Je vous les ai mis parce que c'est quand même important. Le droit à un avocat, comme je l'ai dit, pour être représenté durant l'audience, donc évidemment pour les parents, mais aussi pour les enfants. Le droit d'être entendu pour l'enfant. L'enfant, c'est le juge qui va le convoquer ou non selon son âge, selon la sensibilité du juge. Mais globalement, on va les écouter parce que c'est important d'avoir leur ressenti aussi sur tout ce qui se passe. L'enfant, il va être entendu seul souvent. On ne va pas le mettre avec les parents parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Et pas non plus avec les services. Parce que, évidemment, ils sont entre les deux. Ils sont entre ceux qui s'occupent de moi au quotidien et mes parents. On va éviter de les mettre dans une situation où c'est pas possible pour eux de dire ce qu'ils pensent vraiment. Le droit d'accès au dossier. Les parents peuvent consulter le dossier judiciaire afin de connaître les éléments sur lesquels repose la décision. Souvent, on va lire le dossier avec les parents avant de l'envoyer le rapport au juge. Il faut savoir que les enfants aussi, une fois majeurs, peuvent avoir accès à leur dossier, même des années plus tard. Donc ça fait réfléchir quand on est professionnel à ce qu'on va écrire dedans. Les décisions du juge des enfants peuvent être contestées par les parents devant la cour d'appel. Et oui, même quand la décision a été prise, vous pouvez faire appel, être du coup entendu par d'autres personnes si vous êtes convaincu de votre situation est injuste, qu'il y a des choses qui ont été biaisées. Donc n'oubliez pas que c'est un droit pour vous aussi les parents. Et enfin, le droit d'autorité parentale et le droit de visite, je l'ai noté, c'est qu'il faut avoir en tête que même un enfant placé, sauf si le juge l'a notifié parce que la situation le demande, les parents gardent l'autorité parentale et des droits de visite. Si le juge les cadre, là c'est différent, s'il y a un retrait, délégation, tout ce que j'ai pu dire avant, ça remet en cause ce que je viens de dire là. Mais le principe de base, c'est que vous gardez le droit de voir vos enfants et l'autorité parentale. Un petit point sur les jeunes majeurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la loi Taquet. Il y avait déjà un accompagnement jusqu'à 21 ans, mais l'objectif de la loi de 2022, c'est d'éviter les sorties sèches. C'est un terme qui veut dire en fait qu'à 18 ans, l'enfant a été accompagné toute sa vie et là, il se retrouve tout seul. Et bon courage dans la nature à 18 ans. Donc c'est pour ça qu'on permet les retours possibles. Et si l'enfant est accompagné jusqu'à 21 ans, l'objectif c'est de favoriser l'autonomie. Souvent on va avoir des appartements autonomes où le jeune va être dedans et il y aura des éducateurs qui vont passer pour apprendre à gérer l'hygiène, le budget, le logement, trouver un emploi, l'insertion, tout ça. Et donc je l'ai mis, les retours possibles si jamais le jeune est en opposition, quitte le truc, se retrouve à la rue, heureusement qu'il peut revenir. Ou même beaucoup de jeunes qui à 18 ans idéalisent le fait de retourner chez leurs parents puisqu'on leur en aura privé depuis des années et qui au bout de quelques mois se rendent compte que finalement c'était pas pour rien. Maintenant voilà les enjeux de la protection de l'enfance actuelle, ce que j'ai relevé. Les coûts élevés, c'est des budgets énormes pour les départements. Ça coûte, je vais peut-être vous dire des grosses fourchettes, mais il faut savoir qu'à la journée, un enfant en foyer, ça peut coûter plus de 300 € par jour. Alors, je dis pas ça pour culpabiliser les parents, mais juste pour que vous vous rendiez compte le coût que c'est, parce qu'il y a beaucoup de personnel à payer. Des foyers avec 10 enfants, on a souvent pas loin de 10 éducateurs, parce qu'il y a du roulement. Donc évidemment, le coût humain est énorme, il y a des coûts de nourriture, de la logistique. Et il faut l'avoir en tête, c'est que c'est des coûts importants. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des mesures qui sont faites pour la priorité de maintien au domicile, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer des gens
dans les familles plutôt que de les prendre en charge par le département. Saturation des structures, coût élevé, donc on ne peut pas créer des structures à l'infini, donc pas assez de place disponible, ce qui ralentit le début des accompagnements, puisqu'on a un délai d'attente. Et plus on attend, plus la situation peut se dégrader. Donc en fait là, on est dans un cercle vicieux qui commence à se créer. La saturation des structures, la dégradation de l'accompagnement fait un manque de professionnels, puisque c'est un secteur de moins en moins attrayant, les salaires ne sont pas énormes. C'est un métier qui n'est pas simple, faut être au quotidien avec des enfants qui ont des troubles souvent énormes, qui vont venir te pousser dans tes retranchements. Il va falloir prendre sur soi, il va falloir aller au travail parfois sans savoir comment va se terminer la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de travail dans ce cas-là, mais quand on cumule ça à une situation compliquée, c'est pas évident. Des valeurs non respectées parce que parfois le manque de moyens fait qu'on va avoir l'impression qu'en plus de ça, on délaisse les enfants. Quand on vient faire ce travail, c'est parce qu'on a envie d'être utile, qu'on a envie que ces enfants soient respectés, soient, je ne sais pas comment dire, simplement, on a envie de prendre soin de ses enfants. Et quand on n'a pas les moyens pour le faire, on a une dissonance cognitive qui commence à se créer et c'est difficile de rester. Donc tout ça, c'est créer du turnover, des professionnels qui tournent. Et en fait, encore une fois, le cercle vicieux qui s'enclenche. Il y a un enjeu qui est de protéger, mais en même temps de maintenir le lien, parce que du coup, il faut protéger l'enfant tout en gardant le lien avec le parent et en lui faisant comprendre que c'est pour son bien alors qu'il n'en a pas envie. Lui faire comprendre qu'il a des failles, ça met dans des places un peu particulières aussi. Il y a une neutralité qui est impossible, parce qu'on doit être auprès de l'enfant, écouter l'enfant, son vécu, et en même temps travailler avec les parents. Donc c'est pas évident d'être neutre, de devoir travailler avec tout le monde. C'est pour ça qu'il y a certaines structures où on ne mélange pas les professionnels qui travaillent auprès de l'enfant et les professionnels qui travaillent auprès des parents. Isolement des acteurs, il y a pas mal de sentiments d'être seul face à des situations complexes, notamment chez les assistants familiaux, dans les mesures d'action éducative en milieu ouvert aussi. On a une concentration des profils sensibles. On va mettre des enfants avec des grosses problématiques tous au même endroit qui vont s'impacter entre eux, qui vont parfois intensifier leurs problématiques entre eux. Et des fois, on a l'impression qu'on peut même créer des nouveaux dangers. Et ensuite, la panne du système judiciaire, où des fois, on a un délai de réponse long, des fois des audiences qui sont annulées parce qu'on n'a pas de juge des enfants, et des fois pas de continuité parce qu'on a un roulement aussi dans les juges. Voilà un peu les difficultés actuelles du système, un cercle vicieux, et c'est pour ça que toute la théorie d'avant, elle est bien pensée, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est pas évident à mettre en œuvre et de faire quelque chose de bienveillant au quotidien. Eh bien, on arrive au bout de ce diapo avec toutes ces informations que je vous ai données. J'espère qu'elles auront été claires, que je vous aurai pas trop perdu, que j'aurai bien structuré cette vidéo pour que vous ayez une compréhension globale de la protection de l'enfance. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger toutes les informations que je vous ai données, vous avez en description le lien en échange de votre email pour recevoir tout ce que j'ai écrit pour tourner cette vidéo. Et je vous demande de vous abonner aussi si ça vous a intéressé pour ce travail que j'ai fait, pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos sur ce sujet, sur des sujets autour de l'éducation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.